Merci madame de m'avoir donné la possibilité de présenter effectivement ce chantier qui est assez exceptionnel pour de multiples raisons. D'abord parce que le monument lui-même est très particulier. C'est sans doute un des monuments historiques français qui pose le plus de problèmes à la fois historiques, architecturaux et d'histoire de l'art. Mais c'est aussi une opération exceptionnelle parce qu'il m'a été donné la possibilité, sur la longue durée, en étant hébergé avec toute mon équipe dans les lieux mêmes, c'est-à-dire dans le château, dans des bâtiments qui relèvent du ministère de la Défense, d'étudier pendant 14 ans le même monument en organisant 15 fouilles archéologiques, en suivant le chantier de restauration des architectes en chef, en travaillant régulièrement avec eux pendant toute la durée de cette opération. Donc pouvoir travailler sur place, comme je le montrerai tout à l'heure, dans un monument de ce genre est quelque chose de tout à fait rare à l'échelle européenne, sur une aussi longue durée. Il fallait la chance d'un chantier de restauration pour que cette possibilité soit ouverte. Donc, avant de vous parler de Vincennes, je voudrais introduire la chose, comme on me l'a demandé, en évoquant en quelques mots ce qu'est le problème des résidences royales. Il est nécessaire, en effet, pour apprécier le problème de Vincennes, de bien voir ce que sont les lieux où résident les souverains français au Moyen-Âge, avant que Jean le Bon et son fils Charles V ne construisent entre 1361 et 1369 le donjon, puis entre 1372 et 1380 l'enceinte actuelle du château. La Sainte-Chapelle, comme je le montrerai tout à l'heure, étant un peu postérieure. Les souverains, je parlerai essentiellement des résidences royales françaises du XIIIe, XIVe siècle. Avant le XIIIe siècle, les souverains français sont l'équivalent de seigneurs moyens ou même, enfin disons importants, mais ils n'ont pas de résidence qui se distingue de celle des grands aristocrates de leur époque, ducs de Normandie, comtes de Champagne et autres. À partir du début du XVe siècle, la situation change avec la querelle des Armagnacs et des Bourguignons quand le dauphin, le futur Charles VII, quitte Paris pour s'installer dans le Val-de-Loire, où la monarchie va résider jusqu'au XVIe siècle. Donc la grande période que je vais étudier, c'est la grande période classique des résidences royales, XIIIe, XIVe siècle. À cette époque, au début du XIIIe siècle, à la mort de Philippe Auguste, en 1223, les souverains capétiens possèdent un certain nombre de résidences, un grand nombre, des dizaines et des dizaines. Ils se déplacent de l'une à l'autre. Ces résidences sont pour une part de vieilles résidences urbaines capétiennes, des palais. C'est le cas du palais de la Cité, par exemple. C'est le cas de Senlis. Pour d'autres, ce sont des lieux qui appartiennent à la famille capétienne depuis longtemps, comme Melun. Pour d'autres aussi, ce sont des châteaux qu'ils vont créer au XIIe siècle ou au XIIIe siècle. Et enfin, un quatrième type de résidence qui apparaît dès l'époque de Louis VII, qui meurt en 1180, qui est le père de Philippe Auguste, qui sont des sortes de résidences de chasse qui apparaissent en périphérie des grandes villes, c'est-à-dire des lieux où ils ont leur palais, par exemple autour d'Orléans, autour de Senlis. Vincennes est caractéristique de ce type de création. Vincennes apparaît pour la première fois en 1178 dans le lieu de signature d'une charte passée par Louis VII à Vincennes, 2 ans avant sa mort. À cette époque, les Capétiens ont fait de Paris, sinon leur capitale officielle, du moins leur capitale de fête, depuis quelques décennies, et Vincennes est une création typique d'une résidence de chasse en périphérie. Les souverains capétiens du XIIIe, XIVe siècle sont de grands voyageurs. Il est classique qu'ils se déplacent au bout de quelques jours, parfois quelques semaines ou quelques mois. Vous avez ici quelques-uns des lieux qui caractérisent la région Île-de-France où ils se déplacent en général, mais ils vont parfois beaucoup plus loin. Ils peuvent aller jusqu'à Caen ou même au-delà, vers l'ouest. Ils se déplacent régulièrement vers le département de l'Oise, vers toutes les résidences qu'ils possèdent à Compiègne, à Senlis ou autres. Ils vont aussi très souvent vers la Brie. Ils se dirigent aussi naturellement vers le sud, la vallée de la Loire. Ils ont des résidences à Châteauneuf-sur-Loire, à Orléans. Et une grande partie de leur vie est une vie d'itinérance. Donc vous avez ici leur principal lieu de résidence, la Cité, naturellement, le palais de la Cité que j'évoquerai tout à l'heure, qui est la capitale administrative du royaume, un lieu qui est le plus fréquenté par tous les souverains du XIIIe et du XIVe siècle, et autour, un certain nombre de lieux qui ont des histoires très variées. Saint-Germain-en-Laye, par exemple, est un château qui a été créé vers 1124. Vincennes apparaît vers 1173. D'autres résidences sur lesquelles je reviendrai comme Plaisance ou Beauté sont des créations très récentes du XIVe siècle autour de Vincennes. Mais voilà l'itinéraire, le lieu d'itinérance principal des
des souverains capétiens. L'Île-de-France au sens très large. Alors, il faut bien voir que si je prends par exemple un souverain comme Philippe le Bel, dont nous connaissons bien l'itinéraire, nous pouvons constater que c'est un homme qui se déplace beaucoup. Dans la bibliographie qui vous a été distribuée, je vous ai indiqué quelques ouvrages d'histoire pure qui sont fondamentaux pour comprendre le problème que je traite aujourd'hui. Il vient de paraître un itinéraire de Philippe le Bel, qui règne de 1285 à 1314. C'est un ouvrage monumental, comme savent le faire les chartistes, qui vient de paraître, édité par l'Académie des inscriptions et belles-lettres et par mon amie Élisabeth Laloux, qui a publié un travail qui avait été fait avant elle par Fafetier et par Robert-Henri Bautier, etc., une tradition chartiste très, très classique. Donc vous trouvez dans cet ouvrage le détail de l'itinéraire de Philippe le Bel, qui est très exemplaire. Philippe le Bel, pendant son règne de 1285 à 1314, a résidé dans 527 endroits différents, connus, sans compter ceux naturellement que nous ne connaissons pas. 311 n'ont été visités qu'une seule fois. Donc la majorité des lieux où il a résidé sont des lieux où il n'a séjourné qu'une fois. Alors ce sont des lieux qui lui appartiennent ou qui ne lui appartiennent pas, y compris des villes, naturellement. Il a séjourné 78 fois dans des lieux où il n'a séjourné que 2 fois. 3 à 5 séjours dans 76 lieux. Il a résidé dans 49 lieux de 6 à 20 jours. Il a résidé dans 9 lieux, dont Châteauneuf-sur-Loire, par exemple, ou Loris, dans le département du Loiret, de 20 à 30 fois. Et il n'a séjourné que dans 4 lieux, plus que 40 fois. Ces 4 lieux sont Fontainebleau, 41 séjours. Il est né à Fontainebleau, il est mort à Fontainebleau. Philippe le Bel était un grand chasseur, et il résidait à Fontainebleau pour cette raison liée à la chasse. J'y reviendrai tout à l'heure. Il a séjourné 42 fois à Saint-Germain-en-Laye, 48 fois à Poissy et 62 fois à Vincennes. Je n'ai pas compté Paris, qui est sa résidence principale. Donc vous voyez qu'à l'époque de ce règne, dans tous ces lieux de résidence des Capétiens, nous avons une prédilection pour 4 grands lieux qui sont Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Poissy et Vincennes. Ceci n'est pas de toute éternité. Vous avez là, pour un certain nombre de souverains, disons tous ceux qui vont de Louis VI jusqu'à Louis IX qui meurt en 1270, vous avez le nombre de séjours dans leur principale résidence. Loris, dans le département du Loiret, au nord-est d'Orléans, Saint-Germain-en-Laye, que je viens de citer, dans les Yvelines, fondé en 1124. Les résidences sont dans l'ordre de création. Fontainebleau, fondé en 1137. Choisy-au-Bac, dans le département de l'Oise, 1145. Bois-Commun, 1174, dans le département du Loiret, et Vincennes. Vincennes n'apparaît que tardivement. Vous voyez qu'il est très peu fréquenté par ses souverains. Avant Saint-Louis, c'est le règne de Saint-Louis qui modifie l'histoire de Vincennes. C'est à partir de Saint-Louis que Vincennes devient un lieu de résidence important de la monarchie. Vincennes est le 2e lieu de résidence de Saint-Louis, de Louis IX, après le palais de la Cité. Mais il n'en est pas ainsi. Ses prédécesseurs n'ont séjourné que très épisodiquement à Vincennes. Alors si nous prenons, par exemple, les séjours de Louis IX, de Saint-Louis, nous pouvons constater que, par exemple, il a séjourné 254 fois à Paris, 62 fois à Vincennes, et vous avez ensuite, en ordre décroissant, les principaux lieux que je viens de citer comme principaux lieux de séjour de Philippe le Bel, Paris, Vincennes, Saint-Germain-en-Laye. Alors il faut bien voir que la documentation qui nous permet d'établir ces séjours est une documentation très partielle. En fait, quand je dis qu'ils ont séjourné 62 fois à Vincennes, ce n'est pas exactement la vérité. En général, nous savons qu'ils ont signé 62 actes à Vincennes. Alors, quand les actes sont tous du même jour, cela veut dire un séjour. Quand ils sont séparés d'une journée, ça veut dire 2 jours. Mais en fait, nous ne connaissons ces itinéraires que par les actes. Et en fait, nous avons des souverains qui ont laissé extrêmement peu d'actes, avant notamment Louis IX. Par exemple, pour tout le règne de Philippe Auguste, nous avons moins de 2000 actes connus, pour un règne qui va de 1180 à 1223. Donc 43 ans, 2000 actes. Donc nous avons d'énormes trous dans leurs itinéraires. Alors, outre le fait que ces souverains sont itinérants, qu'ils résident plus ou moins dans certaines résidences, il y a des problèmes de mode et aussi des problèmes de rite. Les souverains sont plus ou moins attachés au XIIIe, XIVe siècle à certains lieux. Par exemple, Philippe le Bel est très attaché à Fontainebleau, où il est né et où il va mourir, à la chasse d'ailleurs.
toute une série d'événements peuvent expliquer leur intérêt pour certains lieux. Par exemple, après la canonisation de Saint-Louis en 1297, Philippe le Bel résidera très souvent à Poissy, où il fonde une collégiale en mémoire de son grand-père, Saint-Louis, et qui était né à Poissy. Donc il va séjourner beaucoup à Poissy. Et ils vont aussi très souvent séjourner le 5 octobre à Saint-Denis pour commémorer l'anniversaire de la mort de leurs ancêtres. Le 5 octobre, c'est la Saint-Denis, donc ils vont à Saint-Denis. Philippe le Bel, par exemple, vient régulièrement à Vincennes le 29 juin de chaque année, parce que son fils aîné, Louis X, est né à Vincennes, et il a été baptisé dans l'église de Montreuil. Donc le roi vient régulièrement pour la fête paroissiale, le 29 juin, pour commémorer la naissance et le baptême de son fils le jour de la fête paroissiale. Donc nous avons dans l'itinéraire des souverains toute une série d'événements de ce genre qui jouent d'une manière très importante. Par ailleurs, il y a dans leur résidence des palais qui ont des fonctions particulières, des palais ou des résidences diverses, qui ont des fonctions particulières et des fonctions qui peuvent évoluer. Par exemple, dans le cas de Vincennes, nous savons que jusqu'à l'époque de Saint-Louis, Vincennes est une résidence de chasse où Philippe Auguste et son fils Louis VIII ne viennent que très épisodiquement. Vous le voyez ici par les actes qui sont indiqués là. Par contre, Saint-Louis, pour de multiples raisons que je ne développerai pas ici, va faire de Vincennes une résidence familiale. On le voit très bien par un certain nombre d'événements, et Vincennes va devenir une résidence familiale pour toute la monarchie jusqu'à la fin du XIVe siècle. Nous avons, par exemple, une chose qui est très frappante, difficile à trouver parce que nous avons peu de textes qui le montrent, mais c'est le lieu de naissance des premiers-nés des reines de France. Tant qu'une reine de France n'a pas 2 ou 3 enfants mâles viables, on surveille ses lieux d'accouchement. Après, moins. Donc, comme en général ces souveraines ont 7, 8, 9, 10 enfants dont beaucoup meurent en bas âge, et que nous n'avons pas beaucoup de sources et que les contemporains ne s'intéressaient pas beaucoup à ces problèmes, ni à la date de naissance précise des enfants royaux, ni à leur lieu de naissance, nous avons des certitudes. Mais nous voyons très bien qu'au XIIIe, XIVe siècle, les souveraines accouchent de leur premier-né à Vincennes. Et Vincennes est un lieu de réunion familiale. Le souverain vient travailler au palais de la Cité et il retourne, comme un banlieusard, le soir à Vincennes, qui est à 7 km du palais de la Cité. Vincennes devient, à partir de Saint-Louis, un lieu royal de légitimité. C'est à Vincennes que Saint-Louis a pris congé de sa mère en 1248, quand il part pour sa première croisade. Sa mère va mourir pendant sa croisade, dont il revient en 1254, et c'est de Vincennes qu'il prend congé de sa femme en 1270 pour sa deuxième croisade, dont il ne reviendra pas. Et le souvenir du Saint-Roi va être fondamental dans l'histoire de Vincennes et va en faire un lieu de légitimité qui explique le séjour régulier des souverains au XIVe siècle. Par ailleurs, dans les résidences royales, il faut tenir compte d'une hiérarchie qui est liée au fonctionnement de ce qu'on appelle l'hôtel du roi. L'hôtel, ce sont les hommes et les femmes qui suivent le souverain partout et qui le servent. L'hôtel est composé de la très haute aristocratie laïque et ecclésiastique, mais il est formé aussi de toute une série d'hommes et de femmes qui préparent les sauces, qui cuisent le pain, qui apportent le bois de chauffage, l'eau, etc., etc. Un souverain du Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe siècle, se déplace avec un hôtel de 200 personnes. Sa femme a un hôtel qui est à peine inférieur. Et quand ils ont un enfant de plus de 12 ans, il a un hôtel qui comprend des dizaines de personnes et autant de chevaux. Ce qui veut dire que quand un souverain est à Vincennes, il est accompagné de 200 personnes et de centaines de chevaux et de chariots. Il faut les nourrir. Ces hommes et ces femmes sont nourris et abreuvés par le roi tous les jours. Donc nous avons quelques éléments qui nous permettent d'avoir une idée de ce que cela représente. Par exemple, en 1301, exceptionnellement j'ai des sources, le roi est à Saint-Germain-en-Laye et il consomme tous les jours, sur une période de plusieurs semaines, 1100 litres de vin par jour. Ce qui veut dire qu'avec des tonneaux moyens de 200 litres, qui sont les tonneaux habituels, on met en Perse 6 tonneaux par jour. Donc un séjour moyen d'un souverain du XIVe siècle à Vincennes dure très souvent un mois. Vous imaginez ce qu'il faut stocker comme vin au moment des vendanges. Il faut aussi l'avoine pour les chevaux, le bois de chauffage, etc. Donc ces grandes résidences, quand elles sont fréquentées par les souverains pendant un mois, doivent héberger sous la tente, parfois, ou dans des huttes, une partie du personnel, mais le roi a l'obligation réglementaire, par les ordonnances de l'hôtel, qui organisent le fonctionnement de ces services, de loger
dans les logements de qualité, les 6 responsables de son hôtel. Son aumônier, son chancelier, son confesseur, le grand maître de son hôtel, le maître de la chambre au denier qui gère l'argent quotidien dépensé par l'hôtel, etc. Ces hommes doivent être obligatoirement logés par le roi. Les autres se débrouillent plus ou moins pour trouver où se loger. Alors une partie de l'entourage du roi, quand le roi, notamment la haute aristocratie, quand le roi est à Vincennes, une partie de la haute aristocratie ne loge pas à Vincennes, mais dans ses hôtels qui sont dans Paris. Ils font ce que fait le roi quand il vient travailler au palais. Ils retournent le soir dans leurs hôtels dans Paris. Mais il faut bien voir qu'une grande résidence comme Vincennes ou comme Saint-Germain-en-Laye est un lieu considérable qui doit pouvoir abriter tous les services, notamment la chancellerie. Alors pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce qu'est par exemple le palais de la Cité. Vous avez ici un plan du palais de la Cité. Je vais avoir quelques problèmes informatiques parce que j'ai conçu mon PowerPoint sur un Mac. Je n'ai pas porté mon Mac et il y a un problème de passage. Donc ici, il vous manque le plan de Vincennes. Vous avez ici le palais de la Cité tel qu'il existe au XIVe siècle, à l'époque de Vincennes. Donc il fait à peu près 6 hectares. Ici, ce sont les jardins, la grande salle, dont il subsiste actuellement le rez-de-chaussée. Ici, ce qu'on appelle le logis du roi, c'est-à-dire la partie où loge le souverain. Sa chambre est ici. La Sainte-Chapelle est là, avec les chanoines et la sacristie et le trésor de la Sainte-Chapelle. Ici, le grand préau et la galerie, la salle du bord de l'eau, construite par Louis IX, de la même manière que le palais, la Sainte-Chapelle. Donc, Vincennes est au XIVe siècle l'équivalent du palais de la Cité. Vincennes, dans son enceinte, que vous verrez tout à l'heure, englobe, en 1380, quand l'enceinte est terminée, 6 hectares. 6 hectares, c'est la taille d'une ville épiscopale comme Grenoble au Moyen-Âge. C'est donc une enceinte énorme. C'est une des plus grandes enceintes fortifiées qui existent en Europe. 6 hectares, c'était la dimension d'une ville. Et une enceinte de ce type est nécessaire pour que le roi, son entourage, les écuries, les réserves soient hébergés dans des conditions normales. Alors pour vous donner une idée de ce qu'est l'hébergement d'un souverain, je vous donne ici le plan du Louvre. Il est à une échelle double de celui du palais de la Cité que vous avez là. En fait, le Louvre, qui a été construit par Philippe Auguste à la fin du XIIe, début XIIIe, c'est un carré d'à peu près 70 mètres de côté. À l'origine, il y avait 2 côtés bâtis seulement, puis Saint-Louis et surtout Charles V au XIVe siècle ont fini par construire des bâtiments sur les 4 côtés. Donc le Louvre, qui est détruit naturellement, le Louvre médiéval est détruit, il a été détruit progressivement à partir du XVIe siècle, est connu uniquement par des sources écrites. Mais ces sources écrites nous permettent de reconstituer l'état des lieux qui est caractéristique d'une résidence royale de cette époque. On entrait par la porte sud ou la porte est. On avait ici la grande salle, qui est un type de bâtiment qui est obligatoire dans une résidence royale. C'est là que se tiennent les grandes réunions de justice ou les grands banquets. Ici se trouvait la chapelle, qui a été construite par Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle. À l'étage, au premier, se trouvait là la chambre de la reine et son oratoire. Il y a toujours dans ces grandes résidences beaucoup d'édifices religieux, j'y reviendrai tout à l'heure. Et au 2e étage, ici, la chambre de Charles V et son oratoire qui surplombe la chambre de la reine et l'oratoire de la reine. Ici, successivement, la chambre de retrait, la chambre à parer et la salle qui constituent les 3 pièces normales d'un appartement princier de cette époque. On entre dans l'appartement princier en passant par la salle de réunion ou de réception. On entre dans la chambre à parer où le roi s'habille et se prépare. Et on a ici la chambre de retrait qui est en principe une pièce plus intime. Cette disposition des lieux avec la chambre proprement dite, l'oratoire, la chambre de retrait, la chambre à parer et la salle est une succession de pièces telles qu'elles sont classiques dans les résidences royales et de la haute aristocratie au XIVe siècle. J'insiste aussi sur un point qui est classique. Comme vous le voyez dans le cas du Louvre, mais c'était le cas aussi partout ailleurs, les étages hauts sont les étages les plus nobles. C'est-à-dire que le roi a toujours sa chambre au-dessus de la chambre de la reine, avec en général un escalier privé qui leur permet de communiquer. Alors pour achever cette présentation des grands édifices royaux tels qu'ils sont au XIIIe, XIVe siècle, j'ai choisi l'exemple de Montargis, qui montre bien ce qu'est une grande résidence royale de cette époque. Il ne reste rien du château de Montargis. Vous avez ici une gravure de l'époque Napoléon Ier qui montre les bâtiments en cours de destruction. Mais cette gravure
qui est extraite d'Androuet du Cerceau, donc de son recueil des plus excellents bâtiments de France, publié en 1575, à partir de dessins qui sont actuellement dans la British Library et qui datent des années antérieures, vous montre ce qu'étaient ces grands châteaux composites qui avaient été construits sur une très longue période. Une vaste enceinte, un donjon circulaire qui est abandonné au XIVe siècle, qui n'est plus occupé. Ici, les appartements royaux avec la grande salle que vous avez là en élévation. Ici, les appartements royaux avec la chapelle. Et les jardins. Classique. C'est même la présence des jardins et de potagers, et même ce qui permet de distinguer au XIVe siècle, même à la fin du XIIIe, quand on commence à avoir des sources écrites, ce qui permet de distinguer une résidence très fréquentée par les souverains et une résidence moins fréquentée. Il y a de cette manière quelques équipements qui sont discriminants et qui permettent de distinguer une résidence secondaire d'une résidence très importante. Et la présence des jardins et de jardiniers en fait partie. L'autre élément qui est discriminant et qui permet de hiérarchiser les résidences royales du XIIIe et XIVe siècle, ce sont les édifices religieux. Les souverains ont eu très tôt des chapelles, mais l'office dans ces chapelles était célébré à l'époque carolingienne ou avant le XIIe siècle par les prêtres qui constituent un service de l'autel qu'on appelle la chapelle. Ces prêtres accompagnent le roi partout, ils célèbrent l'office là où il se trouve, dans les chapelles, dans les bâtiments qui existent dans toutes les résidences royales. À partir de 1141-1142, les Capétiens vont mettre en place dans toutes leurs résidences un desservant permanent, c'est-à-dire un prêtre qui habitera en permanence dans la résidence. Le premier exemple, en 1141-42, étant Senlis, puis l'année suivante, le palais de la Cité. En 1200, il y a une quarantaine de desservants permanents dans les principales résidences royales. C'est-à-dire que tous les jours, ces prêtres célèbrent l'office, 8 fois par jour, aux heures canoniales, de la même manière que les prêtres de la chapelle royale le célèbrent là où se trouve le roi. Donc nous avons une discrimination, il y a des édifices qui ont des chapelles avec un desservant permanent et d'autres qui n'en ont pas. 41 en ont en 1200, certains n'en ont pas. L'autre élément très discriminant qui apparaît à l'époque de Saint-Louis, c'est la présence d'une collégiale. Les Capétiens, contrairement à la haute aristocratie ou même à la moyenne, sinon même à la basse aristocratie, n'ont jamais créé de collégiale dans leur résidence avant 1246, c'est-à-dire la création du collège de chanoines de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris. Les seigneurs laïcs l'ont fait dès le XIe siècle, mais les rois de France ne l'ont pas fait parce qu'ils ont respecté des règles canoniales traditionnelles et donc ils n'ont pas créé de chanoines dans leur résidence. Saint-Louis est le premier à le faire. Et à la suite de cela, il va créer d'autres collèges de chanoines à Senlis et à Corbeil. Et la présence de collèges de chanoines permet de dire à coup sûr que nous avons affaire à une résidence très fréquentée par les souverains. Autre élément qui est très discriminant entre des résidences de premier rang et des résidences de second rang, ce sont les équipements qui sont nécessaires pour la vie des souverains. Alors l'un des éléments très importants, ce sont les locaux de la chancellerie. Le roi, quand il se déplace, est toujours accompagné du chancelier. Le chancelier est l'homme qui rédige les actes royaux et qui les scelle avec le grand sceau royal ou le sceau du signet, c'est-à-dire le sceau privé du souverain quand l'acte est une lettre close, c'est-à-dire adressée à une personne particulière. Donc le chancelier est toujours avec le roi, et il lui faut des locaux, parce qu'il a un chauffe-sire, il a des notaires secrétaires, il faut pouvoir rédiger les actes. Malheureusement, nous avons peu d'actes qui nous permettent de localiser les locaux de la chancellerie dans les résidences royales. Nous le savons au Palais de la Cité, nous savons où ils étaient. Nous le savons dans d'autres résidences à Fontainebleau et à Vincennes. Mais nous pouvons dire que quand il y a des locaux spécialement affectés à la chancellerie, nous sommes dans une résidence qui est très fréquentée par le souverain. Très souvent, le chancelier est par exemple à Senlis, et le roi chasse en forêt dans des résidences secondaires. C'est-à-dire que son chancelier est à une demi-heure ou à une demi-journée de cheval. Le roi est autour du chancelier, le chancelier travaille avec l'hôtel, avec les services royaux, dans le château principal du secteur, et le roi chasse à côté. Autre élément qui est très important dans une résidence royale, c'est tout ce qui est lié à la chasse. Les souverains capétiens sont de grands chasseurs, sauf Charles V, et sauf Saint-Louis. Mais tous les autres sont de grands chasseurs. Et autour de leur principale résidence, il y a des équipements de chasse. Alors, il y a notamment ce qu'on appelle des parcs, c'est-à-dire des lieux clos où l'on élève du gibier, des daims et des chevreuils pour la chasse. C'est le cas à Vincennes. La présence d'un parc est toujours l'indice que nous avons affaire à une résidence importante. Il y a aussi un deuxième lieu de chasse qui sont les garennes. Les garennes sont des lieux de chasse ouverts
c'est-à-dire que le roi chasse sur le terroir des paysans, sur des communes entières. Il chasse en général le lapin, c'est une chasse de printemps, souvent avec les femmes. Et le droit de Garenne permet au roi de chasser dans les vignes, dans les prés, etc., des paysans. Et le droit de Garenne existe à Vincennes. Il s'exerce sur toutes les communes depuis la Marne jusqu'à Bondy au nord. Mais quand on a un droit de Garenne, ça veut dire qu'on a une résidence très importante. Autre élément qui est important dans une résidence royale, dans les aménagements, alors il y a un élément de chasse qui est important, ce sont les héronières. On pratique plusieurs chasses au Moyen-Âge. On pratique la chasse aux bêtes noires et aux bêtes rouges, fauves, c'est-à-dire les chevreuils, les daims, les cerfs rouges, et le sanglier noir. C'est une chasse d'automne. Et on pratique aussi la chasse aux oiseaux, aux faucons, notamment la chasse au héron, qui est chassé au faucon, qui est une chasse d'hiver. On pratique aussi la chasse à la loutre et à des bêtes de ce type. Donc la première chasse aux bêtes fauves, noires et rouges est une chasse forestière, qui se fait par exemple autour de Compiègne et de Senlis ou dans la forêt d'Orléans. Les chasses aux oiseaux sont faites dans des zones mixtes, c'est-à-dire des zones ouvertes. On ne peut pas chasser au faucon, le héron. Il faut des étangs pour des héronnières, et il faut aussi que les faucons puissent chasser. Et donc, par exemple, les héronnières sont rares. Il n'y a des héronnières attestées qu'à Loris, en lisière de la forêt d'Orléans, et à Fontainebleau. Fontainebleau est un palais de chasse par excellence, parce qu'on peut y pratiquer aussi bien la chasse aux oiseaux que la chasse aux bêtes fauves, rouges et noires. C'est pour ça que c'est le lieu de prédilection de Philippe le Bel, grand chasseur devant l'Éternel. La présence des jardins que j'ai évoqués est aussi un indice, mais aussi la présence des viviers. Les souverains respectent les règles du carême, qui est extrêmement contraignant et qui les oblige à manger du poisson. Ils mangent du poisson de mer, naturellement, frais. On en a trouvé des traces à Vincennes, mais ils mangent aussi du poisson de rivière. Et très tôt, dès l'époque carolingienne, il existe des pêcheries dans la Marne, dans l'Oise, qui appartiennent aux empereurs puis aux souverains capétiens, mais il y en a peu. Vincennes est la seule résidence royale de l'Île-de-France où il existe dans la Marne, à 3 km donc au sud du château, un piège, une pêcherie à poissons, qui approvisionne tout l'hôtel royal de l'Île-de-France en alose, en saumon, en lamproie, qui à cette époque, encore à la fin du XIVe siècle, remontait la Marne jusqu'à Nogent-sur-Marne et au Péreux, le piège à poissons étant à Nogent-sur-Marne. Voilà donc ce que signifie, ce que c'est qu'une résidence royale de cette époque. Une hiérarchie entre les grandes et les petites, une hiérarchie qui est mouvante en fonction des goûts des souverains, en fonction de toute une série d'événements. Et je terminerai cette évocation des équipements par un équipement qu'on a bien mis en évidence à Vincennes par la fouille, ce sont les adductions. Une partie de ces grandes résidences de chasse, notamment, sont sur des plateaux forestiers où il n'y a pas d'écoulement d'eau de surface. C'est le cas pour Villers-Cotterêts, c'est le cas pour Saint-Germain-en-Laye, c'est le cas pour Vincennes. L'écoulement le plus proche à Vincennes de la résidence royale, c'est la Marne, à 3 km, ce qui n'est pas très pratique pour faire boire les chevaux. Et donc très tôt, on a mis en place à Vincennes, à Saint-Germain-en-Laye, à Villers-Cotterêts, dès la fin du XIIe siècle, dans le cas de Villers-Cotterêts, des captages et des sources. Donc dans le cas de Vincennes, nous avons la chance à la fois d'avoir des sources écrites et des plans et des résultats de fouilles. Les adductions de Vincennes ont été créées à l'époque de Saint-Louis en 1239, c'est la première attestation écrite. Les témoignages archéologiques que nous avons trouvés remontent à cette époque, et ces adductions ont été entretenues jusqu'au milieu du XIXe siècle. Levaux les a restaurées pour Louis XIV, et le génie pour la défense, jusqu'à ce qu'on commence à mettre en place un pompage de l'eau dans la Marne et une distribution de l'eau vers 1850. Donc nous avons, dans les archives des bâtiments du roi, dans la série O1 aux archives nationales, une magnifique documentation. C'est un système d'adduction parmi les mieux documentés qui existent en France. Donc au Moyen-Âge, on captait l'eau sur les hauteurs de Montreuil, ici et là, à 3 km du château qui est ici. Deux branches se rejoignaient devant l'église de Montreuil, qui était la paroisse sur laquelle était le château. C'est là qu'étaient baptisés les enfants royaux nés à Vincennes. Ensuite, l'eau arrivait dans le château. À l'époque de Charles V, elle était rejetée par des égouts qui collectaient toutes les eaux pluviales et toutes les eaux usées du manoir et de l'intérieur du château. Elle était rejetée dans les fossés par un grand égout collecteur qui est derrière ce jour, par ce mufle de lion. Vous avez ici la trace de l'eau. Et quand il y avait 2 mètres d'eau, 2,50 m d'eau dans les fossés du château ici, un deuxième égout conduisait, un deuxième égout de 800 mètres de long du XIVe siècle conduisait l'eau dans l'étang de Saint-Mandé qui est là, et où le roi élevait du poisson. Et il utilisait les fossés de Vincennes, qui étaient en eau, pour élever du poisson. Comme les fossés du château font 2,4 hectares,
il y avait la possibilité d'un élevage de poissons très très important. Donc j'ai le débit de ces fontaines au XVIIe siècle, à l'époque de Levaux, et au XIXe siècle. Au XVIIe siècle, elles débitaient entre 150 et 300 mètres cubes d'eau par jour, ce qui est la même chose que l'ensemble des sources qui approvisionnaient les fontaines de la rive droite de Paris, la fontaine des Innocents et autres, à la même époque. Donc c'est un système d'adduction énorme qui est à la dimension d'une ville et qui montre bien l'importance d'une résidence comme Vincennes à cette époque. Il y avait à cette époque des bains, il y avait des cuisines, et il fallait donner à boire aux chevaux et beaucoup d'autres fonctions. Donc nous avons trouvé notamment à Vincennes toute une série de réseaux d'eau, dont celui-ci que vous avez en coupe. Ce sont des tuyaux de terre cuite qui font en général 1,5 pied de longueur, 45 à 50 cm de longueur. Vous avez ici l'emboîtement. Et ils sont systématiquement inclus dans un mortier de tuileaux qui en coupe à une forme de trapèze. C'est un système qui est très bien décrit par Olivier de Serres dans le Théâtre d'agriculture, publié en 1600. C'est un système qui est très connu au XVIe, XVIIe. Les tuyaux sont assemblés par section de 2 mètres ou 3 mètres dans ce mortier de tuileaux au fond de fossé. Et on a toujours un radier qui permet de régler l'inclinaison des tuyaux. L'eau circule sous pression dans ce système. Et donc, on a parfois des inversions de relief. D'ailleurs, ce n'est pas toujours très régulier, mais l'eau circule sous pression. Alors, il faut voir que ces grandes résidences royales sont aussi des résidences qui coûtent extrêmement cher. Nous avons très peu de comptes du Moyen-Âge qui nous permettent de fixer ce point, parce que, comme vous le savez peut-être, en octobre 1737, un incendie accidentel des archives de la monarchie au Palais de la Cité a détruit la plus grande partie des documents comptables qui étaient accumulés là par dizaines de milliers de registres depuis la fin du XIIe siècle. Il avait survécu à l'incendie de 1737 15 000 registres, qui en 1795, quand le dépôt des Archives nationales a été créé, les archivistes ont considéré que les comptabilités médiévales ne présentaient aucun intérêt. Ils ont gardé à peu près 200 de ces registres à titre d'échantillon d'écriture. Ils constituent actuellement la série double K aux Archives nationales, et ils ont détruit les 15 000 autres. Donc tous ceux qui avaient survécu à l'incendie ont été détruits, si bien que la monarchie médiévale française est une des plus dépourvues d'archives comptables, notamment de comptabilité des bâtiments du roi. Alors nous avons quelques épaves qui ont survécu de ci, de là pour des raisons X et Y, qui sont conservées en général au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, et qui nous permettent d'avoir une idée du coût des bâtiments du roi. Les bâtiments du roi, dès que nous avons des documents comptables, même partiels, au début du XIIIe siècle, avec le compte général de Philippe Auguste, très célèbre, de 1202-1203, les bâtiments du roi sont un des postes les plus coûteux des dépenses de la monarchie, avec la guerre, quand il y a la guerre. Les bâtiments du roi coûtent une fortune, la construction et l'entretien des bâtiments. Quand on est propriétaire de centaines de résidences, il faut effectivement envisager des travaux très importants. Et la fouille que nous avons faite à Vincennes montre qu'en plus, non seulement on entretient, mais qu'on détruit et qu'on reconstruit sans arrêt. On refait sans arrêt les bâtiments, on en ajoute, on remanie, on modifie les chapelles, les grandes salles, etc., etc. Et donc, nous voyons apparaître progressivement un souci constant pour les bâtiments au Moyen-Âge. Dès le milieu du XIIIe siècle, les souverains possèdent dans leur entourage, dans leur hôtel, des maîtres des œuvres de maçonnerie, des maîtres des œuvres de charpenterie. Ils sont, si vous voulez, les maîtres d'ouvrage, mais ils ont des maîtres d'œuvre spécialisés, permanents, et progressivement, dans la seconde moitié du XIIIe, dans tout le royaume, ce qu'on appelle les bailliages et les sénéchaussées, c'est-à-dire les circonscriptions du royaume, il y a un maître d'œuvre de charpenterie et un maître d'œuvre de maçonnerie, la division classique entre la pierre et le bois, qui est la division classique de tous les auteurs antiques dans le domaine de la construction. Donc il y a un service spécialisé. Mais à l'époque de Charles V, la situation va changer. Charles V, j'y reviendrai tout à l'heure, est le premier souverain du Moyen-Âge dont tous les contemporains nous disent qu'il s'intéressait de très près à ces bâtiments. On a crédité Saint-Louis d'avoir financé beaucoup de bâtiments religieux, d'avoir créé Maubuisson ou d'autres abbayes de ce genre. Mais Saint-Louis n'est pas donné comme le constructeur de Royaumont ou de Maubuisson, il est donné comme le souverain qui a donné l'argent pour qu'on construise ces abbayes. Il n'est pas considéré comme, si vous voulez, le maître d'ouvrage, même s'il l'a été indirectement d'ailleurs. Philippe le Bel a entièrement reconstruit le palais de la Cité, mais les contemporains n'en parlent pas. Ils ne créditent pas Philippe le Bel du prestige d'avoir été un grand bâtisseur.
Tous les contemporains de Charles V le disent. Ils lui reprochent même d'avoir dépensé beaucoup d'argent dans ses palais. Et Christine de Pisan, quand elle écrit la vie de Charles V en 1464, donne, pour le qualifier, des qualificatifs qui sont significatifs. Christine de Pisan était la fille d'un médecin italien d'origine de Charles V. À la mort de Charles V, le 16 septembre 1380, elle avait 8 ou 9 ans. Quand elle écrit la vie du roi 24 ans après, elle l'écrit d'après les souvenirs de sa famille, de son père, et ses souvenirs personnels. Et elle dit de Charles V qu'il était savant géomètre, deviseur et architecte. C'est une des premières occurrences en langue française du mot architecte dans le sens où nous l'utilisons actuellement. Et deviseur, ça veut dire qu'il savait faire des devis. À propos d'un roi de France. Géomètre, architecte, deviseur. Charles V est en fait, et vous le verrez tout à l'heure, un homme qui surveillait de très près ses bâtiments, et il a mis en place, dès le début de son règne, autour de lui, une équipe de gestionnaires des finances de ces bâtiments, dirigée par un homme dont j'ai fait la biographie, qui s'appelle Philippe Augier, O-G-I-E-R, qui était un maître à la Chambre des comptes, probablement ayant une formation universitaire, spécialiste des manipulations monétaires, spécialiste des finances du roi, capable de drainer de l'argent, y compris venant du Languedoc ou de provinces très, très éloignées, pour financer les bâtiments, notamment pour financer Vincennes. Donc Charles V est le premier souverain qui travaille sur le modèle qui sera celui des souverains du XVIe siècle et du XVIIe siècle. Il se soucie de ses palais, de l'image que ces palais donnent de la monarchie. Il s'investit dans le décor de ses palais, dans la qualité de l'architecture, et il le fait avec une équipe de gestionnaires financiers et un maître des œuvres, Raymond du Temple, qui va travailler pour lui pendant toute sa vie. Raymond du Temple a été le maître des œuvres de maçonnerie de Charles V avant l'avènement de Charles V, quand Charles V était duc de Normandie. Quand Charles V arrive à Paris le 20 avril 1364, après la mort de son père, tous les officiers royaux ont cessé leurs fonctions, comme c'est normal au Moyen-Âge après la mort d'un souverain. L'un des premiers fonctionnaires que va nommer Charles V en arrivant à Paris le 20 avril 1364, c'est Raymond du Temple. Il le nomme maître des œuvres du roi à Paris, dans la vicomté de Paris. Ça veut dire qu'il s'intéressait de tellement près à ces bâtiments qu'il était plus soucieux d'avoir un maître des œuvres que de faire fonctionner le Parlement et ses institutions financières. Et Raymond du Temple est un intime du roi. Le roi est le parrain notamment d'un des fils de Raymond du Temple. Donc nous avons une association, un souverain qui s'occupe de ces bâtiments, des hommes de finance et un maître des œuvres qui ne se reproduira pas avant le XVIe siècle. Donc quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors vous avez ici quelques éléments qui vous montrent le coût d'un chantier au Moyen-Âge. Je vous ai indiqué, dans le cas du Louvre, d'après les bribes de comptabilité, ce que nous pouvons dire. Vous avez ici en particulier les sommes engagées par semaine sur le chantier du Louvre entre 1364 et 1372, qui est la grande période où Charles V refait le Louvre. Vous voyez les extrêmes variations de ces sommes. Ici, 347 livres parisis par semaine, ce qui est énorme. Mais pour la même époque, d'après les bribes de comptabilité, Vincennes coûte à peu près 4 fois plus cher, c'est-à-dire pratiquement 1000 livres par semaine pour l'enceinte. 1000 livres, c'est le prix d'une petite chapelle ou d'un petit manoir seigneurial à la même époque. Donc Vincennes est une construction colossale par le coût. Alors pour étudier un édifice comme Vincennes, nous avons l'obligation d'utiliser toutes les sources qui sont à notre disposition, qui sont d'abord le monument lui-même. Le monument, le château, est remarquablement bien conservé et c'est en fait la seule résidence d'un souverain du Moyen-Âge qui subsiste. Toutes les autres sont détruites, à Melun par exemple, il ne reste rien, à Montargis, ou remplacées par des constructions plus récentes. C'est le cas à Fontainebleau, c'est le cas à Compiègne, c'est le cas à Saint-Germain-en-Laye ou ailleurs. À Vincennes, nous avons la chance d'avoir le bâtiment. Nous avons la possibilité de faire des fouilles et nous avons, malgré les destructions, des archives. Donc étudier une résidence comme Vincennes, c'est à la fois dépouiller les archives, étudier le monument, faire des fouilles. Alors étudier des archives, bon, c'est pas très compliqué quand on a été formé à le faire, c'est l'affaire à temps partiel de quelques années. Et puis, si nous nous sommes trompés dans l'étude des archives, l'étude pourra être refaite dans 10 ans, ou dans 50 ans, ou dans un siècle. Faire des fouilles, c'est déjà plus compliqué. Il faut l'autorisation du propriétaire, l'État, il faut une équipe,
il faut des moyens financiers et il faut du temps. Une fouille, c'est long à faire et c'est surtout très long à publier. Mais finalement, une résidence comme Vincennes, on peut la fouiller ou on peut en fouiller d'autres. Le château de Melun, la résidence de Melun a été fouillée à plusieurs reprises ces dernières années. Il y a eu des fouilles à Saint-Germain-en-Laye, dans la cour du château de Saint-Germain-en-Laye, des fouilles sur des résidences royales. Je ne dirais pas que c'est banal, mais il y en a d'autres, moins importantes qu'à Vincennes, moins systématiques, mais il y en a. Par contre, ce qui est beaucoup plus exceptionnel, c'est d'avoir un chantier de restauration avec tous les moyens que donne un spécialiste de l'histoire de l'architecture à un grand chantier de restauration. Pour étudier le donjon de Vincennes, il faut un échafaudage. Le donjon mesure 50 mètres de hauteur et en développement 100 mètres. Pour l'étudier, il faut un échafaudage. Pour étudier la structure des murs, il faut carotter. Nous avons fait 80 carottages dans les fondations et les murs du donjon de Vincennes. J'en connais la structure comme probablement aucun monument n'est connu dans sa structure interne. Nous avons fouillé tous les étages voûtés du château de Vincennes, parce que l'architecte en chef avait besoin de vérifications diverses et variées que je vous montrerai tout à l'heure. Nous avons fait des puits de reconnaissance des fondations. Le château de Vincennes est certainement un des édifices dont on connaît le mieux les fondations. J'ai fait des tas de sondages à la pelle mécanique, à la pioche, etc., à différents endroits. Je connais parfaitement la manière dont est fondé le château. Nous avons, par exemple, l'enceinte du château de Vincennes, qui fait 1100 mètres. Nous l'avons entièrement étudié avec un échafaudage et en calpinant. C'était il y a longtemps. Maintenant, je le ferai en photo numérique, mais à cette époque, nous l'avons fait à la main. Nous avons relevé 80 000 blocs de pierre dans le parement extérieur de l'enceinte. 80 000 blocs dont j'ai toutes les coordonnées en X, Y, Z. La nature des calcaires, il y a 12 sortes de calcaires dans la construction de Vincennes. Le type de marque lapidaire, etc., etc. Donc nous avons une masse documentaire sur cet édifice qu'il n'a été possible de rassembler que parce qu'il y avait un chantier de restauration et les moyens lourds que nous offre un chantier de restauration. Donc c'est ce que je voulais dire. Ici, nous avons eu la chance d'avoir un chantier de restauration au moment où nous étions opérationnels. Si le chantier avait eu lieu 10 ans avant ou 10 ans après, nous n'aurions pas pu en extraire la substantifique moelle. Alors, quelques mots maintenant sur Vincennes, pour entrer dans le sujet. Donc, vous avez ici un document qui vous reconstitue le paysage à l'est de Paris vers 1400. Donc, Paris dans son enceinte, Philippe Auguste refaite à l'époque de Charles V, le bois, 900 hectares environ, clos d'un mur et interdit au public depuis la fin du XIIe siècle, un prieuré de Grand-Montin créé au XIIe siècle, et le château. Ici, les hauteurs du Ménilmontant jusqu'au Perreux, c'est de là que viennent, en particulier de ce secteur, les adductions qui approvisionnent Vincennes, et de ce secteur, les adductions qui approvisionnent Paris. Même niveau géologique, même distance approximative entre Belleville, Ménilmontant et les fontaines des Innocents et autres Oudéal à Paris, et les fontaines et les sources de Montreuil et le château. Donc à Vincennes, nous avons d'abord étudié le manoir. Vous avez ici un plan dressé par Levaux en 1658, au moment où Louis XIV lui a fait construire le pavillon du roi et où il entreprend de construire le pavillon de la reine, qui sont deux bâtiments qui existent toujours. Vous avez ici, dans l'angle nord-est de l'enceinte médiévale, ce qui subsistait à l'époque du manoir médiéval, fondé à la fin du XIIe siècle, dont vous avez ici une vue en fouille. Les murs étaient conservés sur à peu près 1 mètre de hauteur, et vous avez là, en bleu, la reconstitution de ces bâtiments, d'après les plans de Levaux et d'autres plans, ou des gravures, et ici, en rouge, sous la zone en herbe, la partie qui était fouillée, notamment la fontaine approvisionnée par les captages de sources venant du nord, qui a été construite au XIIIe siècle et refaite à l'époque de Charles V. Le manoir du XIVe siècle était en fait un bâtiment d'environ 70 mètres de côté, la taille du Louvre, 4 ailes, 2 ailes principales avec ici la grande salle, le donjon dans l'angle. Il en subsiste toujours les fondations sous le bâtiment actuel du château de Vincennes. Ici, en retour, une aile que je n'ai pas fouillée, mais qui contenait les appartements. Et là, par contre, 2 ailes beaucoup plus sommaires, avec des bâtiments appuyés en appentis contre le mur d'enceinte. Ce manoir n'était pas protégé par un fossé ni par une enceinte. Le mur extérieur que nous avons étudié ici est un mur d'1,20 m. Le manoir est construit au niveau du sol. Il est indéfendable. Ce n'est pas une résidence fortifiée.
Au début de la guerre de Cent Ans, en 1336-1337, Philippe VI essuie un certain nombre de revers militaires et il donne délégation à sa femme de prendre, en son absence sur les champs de bataille, toute décision. C'est un acte pratiquement sans précédent à ma connaissance, où une reine de France a le droit de prendre des décisions financières, militaires et architecturales. Et la reine, la femme de Philippe VI, va entreprendre les fondations du donjon de Vincennes en 1336-1340. Vous les verrez tout à l'heure, telles qu'on les a mises au jour en 2006 lors de la fouille. Les fondations du donjon vont être arrêtées très vite, en 1340 à peu près, à quelques années près. Et c'est Jean le Bon, en 1361, qui va reprendre la construction du donjon et de l'enceinte, et son fils qui va la terminer en 1369-1370. Donc première étape, le manoir, qui est occupé par les souverains de la fin du XIIe jusqu'à l'achèvement du donjon, et où la reine restera alors que Charles V s'installe dans le donjon. Deuxième étape, le donjon et son enceinte réservés au roi Charles V, 1361, 1369, 70. Charles V s'installe ici dans sa chambre, que vous verrez en détail, alors que le donjon n'est pas terminé. Il s'y installe dès 1367, 2 ans avant l'achèvement. Puis le chantier s'arrête, et en fin 1372, Charles V entreprend l'enceinte que vous avez ici. Alors cette enceinte, il va la mener à bien entre la fin 1372 et l'année 1380, c'est-à-dire en 8 années. Alors, c'est un tour de force technique. Il y a 1100 mètres de développement, 9 tours comme la tour du village qui existe encore, qui est l'entrée nord actuelle. Ces tours mesurent 40 mètres de hauteur chacune. Il y a l'espace entre les tours est parfaitement normé, autour de 70 mètres. Il y a toute une série de normes très strictes dans la gestion de la pierre, dans les dimensions du château, dans la définition du château, qui sont extrêmement intéressantes à analyser et qu'on peut reconstituer. L'enceinte a été construite dans le sens aigu d'une montre. Ils ont commencé par cette section de courtine, ils ont construit dans ce sens, et ils ont terminé par cette section. Ces 2 sections, qui ont donc été construites après le donjon, sont alignées au 10e de degré près. Alors qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas d'instrument d'optique, il n'y a pas de chaîne d'arpenteur. Tout le piquetage, toute l'implantation d'un monument de ce genre se fait par piquetage et à la corde, et avec des perches d'une toise de 2 mètres ou éventuellement un peu plus grande. Les angles ici sont droits au 10e de degré près, et dans le mur de contre-escarpe d'ici à là, mesuré au distance mètre, j'ai fait le relevé complet du monument au distance mètre, il y a entre là et là, très précisément, 1200 pieds, et en largeur, 700 pieds. En fait, l'enceinte intérieure mesurée dans l'œuvre, c'est-à-dire dans la face interne du mur ici et là, fait très exactement 1000 pieds. C'est donc un rectangle. Alors, par contre, la largeur n'est pas régulière parce qu'ils ont tenu compte pour implanter l'enceinte en largeur de la présence du donjon et aussi de la volonté de protéger par cette enceinte le manoir et tous les bâtiments qui étaient autour du manoir. Donc, en largeur, l'enceinte n'est pas tout à fait rectangulaire, elle est légèrement trapézoïdale. Il y a 2 mètres de plus au sud qu'au nord. Mais en fait, le château est un rectangle de 1200 pieds sur 700 pieds à l'extérieur, dans lequel s'inscrit un autre rectangle de 1000 pieds et d'à peu près 178 mètres de largeur. Les fossés sont la résultante du tout. Donc, un monument extrêmement soigneusement construit. Et en même temps, il faut imaginer ce que représente, en moyenne arithmétique, si vous voulez, ça veut dire que chaque année, on a construit à Vincennes 70 mètres de courtine, le fossé qui est devant, qui fait 15 mètres de profondeur, le mur de contre-escarpe et une tour de 40 mètres, en moyenne arithmétique, tous les ans. Alors, même un architecte actuel considérait que c'est un tour de force. En moyenne arithmétique, avec 250 jours ouvrables par an, rien que pour le parement extérieur, il fallait apporter des carrières qui se situent à 3 km au sud, en bord de Marne. Rien que pour le parement extérieur, il fallait apporter tous les jours 190 blocs de pierre. J'en ai mesuré 80 000, donc je connais leurs dimensions. Ils mesurent entre 26 et 36 cm de hauteur, 80 cm de largeur et 3 pieds de profondeur, c'est-à-dire à peu près 1 mètre. Il en fallait 190 par jour, rien que pour le parement extérieur. Donc il faut ajouter le parement intérieur de l'enceinte, le parement intérieur des tours et le blocage. Donc ce sont des charrois colossaux, réguliers, donc une gestion d'enfer du chantier. Une gestion extrêmement rigoureuse, avec des professionnels de la gestion, et sans doute un des chantiers qui a été le plus soigneusement géré
financièrement et techniquement, de tous les chantiers de son époque. On ne construit pas une telle enceinte en 8 ans sans une gestion d'enfer, avec des hommes d'une très grande qualité. Alors nous avons, pour vérifier cette évolution que je viens d'évoquer en quelques mots, nous avons toute une série de documents qui nous permettent de voir l'évolution du château. Alors ces termes que vous avez ici, qui sont domus, maison, en général au pluriel, pour désigner les résidences royales, manoir, hôtel, palais, sont des termes qui désignent toutes les résidences royales du XIIIe, XIVe siècle, avec une évolution remarquable. Donc en général, Vincennes est appelé domus, en général au pluriel, en latin, manoir, mais vous voyez, un peu plus récemment, et hôtel et palais très rarement. En général, le mot palais au Moyen-Âge est utilisé pour le palais de la cité, jamais pour une résidence royale, tout au moins pas au XIIIe siècle et au XIVe siècle, et hôtel. Et nous avons ici une chose qui est extrêmement drôle, ce sont les qualifications du château de Vincennes dans les actes de la chancellerie royale, c'est-à-dire les actes officiels pris par le souverain, qui se terminent en général par une mention « fait à Vincennes le temps ». C'est ce qu'on appelle une date de lieu, c'est-à-dire le lieu où était passé l'acte. Donc dans la date de lieu, on donne en général le nom du lieu, mais parfois un qualificatif. Donc j'ai relevé dans la chancellerie royale, c'est-à-dire l'organe officiel qui écrit les actes, entre 1369 et 1380, 400 dates de lieu, c'est-à-dire qualificatifs du lieu de Vincennes sur cette courte période. Et vous voyez que ici, en 1370-1371, 3 fois, les notaires secrétaires qui écrivent les actes au nom du roi, sous la dictée du chancelier, disent que les actes royaux sont passés dans la tour de Vincennes, uniquement sur 2 années. Ils vont dire très régulièrement à partir de 72 que les actes sont passés dans le château, parfois simplement à Vincennes. C'est le cas très classique. Bon. Que des actes de chancellerie mentionnent en 70-71 dans la tour du bois est tout à fait remarquable. Le donjon a été terminé en 69. Ça veut dire que les notaires secrétaires ont tellement été frappés par le donjon dans lequel le roi est installé que, exceptionnellement, pendant 2 ans, pour 3 actes, et des milliers d'actes royaux sont détruits, on en aurait beaucoup plus si on avait tous les actes royaux, ils ont qualifié le lieu de tour. Et ça, dans la chancellerie, qui est un milieu très codifié, très traditionnaliste, qui a des formules, etc., ça me prouve à quel point cette tour a frappé les contemporains par sa qualité, son ampleur, sa hauteur, etc. Alors, il faut bien voir que, outre l'évolution dans la terminologie, Vincennes est aussi un lieu qui a évolué dans l'espace. Dans un premier temps, il y a essentiellement le château. Le roi y habite, enfin le manoir, pardon. Le roi y habite et autour de lui, ses proches. Dès la fin du XIIe siècle, comme je vous l'ai dit, Philippe Auguste, en 1183, fait clore le bois par un mur qui ferme complètement au public le bois, et on y accède par la conciergerie, qui est un bâtiment à cheval sur l'enceinte, côté Paris, qui est gardé militairement et qui est la porte d'entrée. Dès la fin du XIIIe siècle, en fait, la haute aristocratie, c'est-à-dire les proches du roi, sa famille, vont s'installer autour du château. Par exemple, la famille de Bourbon, les Bourbons descendent de Robert de Clermont, le 6e fils de Saint-Louis, c'est-à-dire la branche des Bourbons, c'est Henri IV et les successeurs d'Henri IV. Ils viennent s'installer dans les Grands-Montins. Les Grands-Montins, c'est un ordre monastique qui vient de Grandmonde en Haute-Vienne. Ils s'installent dans le prieuré et ils ont leur résidence ici. Le chancelier réside dans la conciergerie ainsi que les enfants royaux. Au XIVe siècle, les fils aînés des rois de France habitent très souvent dans la conciergerie, qui est aussi un lieu de réception des ducs de Bourgogne, par exemple. Conflans appartient aux Bourguignons, aux ducs de Bourgogne. La Carrière est une résidence secondaire des rois de France. C'est là que se trouvent les grandes écuries, en bordure de la Marne, parce que là, il y a de l'eau. Et aussi parce qu'il est facile de descendre par la Marne le foin nécessaire pour les chevaux. Donc c'est ici que sont les chevaux. Vous avez ici Beauté, qui est une résidence secondaire que va se créer Charles V. C'est là qu'il est mort le 16 septembre 1376, au bord de la Marne. Il va donner à ce lieu le nom de Beauté, parce que c'est un lieu de beauté, en bordure de Marne. Il est très célèbre. Les poètes de l'époque de Charles V vont en vanter la qualité.
Ici, nous avons une résidence qui s'appelle Plaisance, que le roi a donnée à sa femme. Le nom dit bien ce que ça veut dire. Sa femme, mais aussi les ducs de Bourgogne vont résider ici. En fait, tout autour du château de Vincennes se met en place, dès la fin du XIIIe siècle, une série de résidences secondaires de la haute aristocratie laïque et ecclésiastique et des proches du roi. C'est-à-dire que dès la fin du XIIIe, quand on évoque Vincennes, les actes royaux ne disent plus Vincennes, ils disent le bois de Vincennes. Et le bois de Vincennes, ce n'est pas ce que nous appelons le bois de Vincennes, c'est-à-dire l'étendue boisée. Le bois de Vincennes, c'est ça. Tout le complexe architectural occupé par la monarchie et ses proches. On a un nom particulier qui est très clair dans les sources. Quand on dit le bois de Vincennes, on dit le roi est au bois, ça veut dire qu'il est quelque part ici. Il peut être dans le château, il peut être ici, là, il peut être là, n'importe où. Il est dans l'ensemble. Le bois de Vincennes ne désigne plus une forêt. Par métonymie, il désigne tout un complexe architectural qui marque la vie quotidienne de la haute aristocratie. Alors venons-en maintenant au donjon pour dire ce qu'on sait sur sa construction. En fait, vous avez ici une coupe qui a été faite par Dominique Moufle à partir de tous les carottages qu'on a réalisés et qui montre la structure interne du donjon. Donc j'ai fouillé toutes les voûtes, à tous les niveaux. Donc le donjon est un carré, vous allez le voir sur les cartes, le plan qui va suivre, avec une colonne centrale qui reçoit les retombées de voûtes. Nous avons fait des carottages et nous connaissons les fondations. Et chose étonnante, on a vérifié, ce document date d'il y a 5-6 ans, mais j'ai vérifié ces problèmes de fondation par des puits blindés que j'ai fait en 2006 dans la cour du donjon. En fait, le donjon est fondé à 5 mètres de profondeur seulement, ce qui est dérisoire. Pour un édifice de 50 mètres de hauteur en élévation, la fondation fait 5 mètres. Tous les traités techniques d'Ancien Régime recommandent en général un rapport de proportion de 1 à 6. Il est fondé sur le toit du calcaire de Saint-Ouen. Le toit du calcaire de Saint-Ouen est formé d'alternance de marne et de calcaire. Ce n'est pas un niveau de fondation de grande qualité. Ils ont néanmoins fondé le donjon sur ce niveau. Et quant à la colonne centrale, c'est encore plus intéressant, elle est fondée directement sur la couche de sable, qui est au-dessus du calcaire de Saint-Ouen, sable géologique. Elle est fondée à 2,50 m sous le niveau du sol. Alors, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que l'enceinte de périphérie protège le sable de toute solifluxion, il n'y a pas de problème. Mais on a quand même une colonne qui reçoit 400 tonnes de charge à ce niveau, ici. Les calculs de retombées de charge ont été faits par les bureaux d'ingénierie engagés par les architectes en chef. On a donc des centaines de tonnes de retombées de charge et une fondation à 2,50 m de profondeur sur du sable. Ce qui est quand même étonnant. Alors, ce donjon montre 4 repentirs en cours de chantier. Donc, en fait, le donjon est un carré, il mesure 50 pieds, 16 mètres. La salle centrale, à tout le niveau, mesure 30 pieds, à peu près 9,70 m, et les murs font 10 pieds d'épaisseur. Donc, aux angles de ce carré se trouvent des tours octogonales, voûtées, et contre la tour nord-ouest, une tour de latrine, que vous avez ici en photographie, rectangulaire, avec des contreforts d'angle. En fait, le premier remaniement que nous ayons dans le chantier, c'est cette tour de latrine. Elle n'est pas d'origine. Elle a été plaquée contre la tour nord-ouest, alors que le donjon était déjà construit au 2e étage. En dessous du 2e étage, elle est plaquée. Et en particulier, j'ai fouillé la fosse de réception des latrines il y a 3 ans. Quand on descend dans la fosse souterraine, c'est très visible. Alors là, les murs sont appliqués contre la tour, et vous le verrez tout à l'heure sur les fondations, la fondation de cette tour qu'on a explorée à l'intérieur et à l'extérieur est plaquée contre la fondation de la tourelle. Elle n'est même pas solidaire, elle est plaquée contre. Donc ça, c'est le premier remaniement. Vous verrez ensuite les suivants. Alors nous avons sondé tous les niveaux et on voit qu'à partir du sol du 2e étage, c'est-à-dire la voûte au-dessus de la voûte du 1er, il y a systématiquement il y a à peu près 2 mètres entre la clé et le sol ici. Et il y a 8 mètres entre la clé et le sol de l'étage inférieur, donc 10 mètres entre le sol de l'étage et le sol de l'étage supérieur. Donc 2 mètres de remplissage. Dans ce remplissage, il y a systématiquement un arc diagonal qui vient contrebuter la colonne et un arc médian. La coupe ici est faite sur les arcs diagonaux. Vous verrez à quoi tout à l'heure servent ces arcs. Voici les fondations. Donc, premier état, la fondation de 1336-1340
faite par la femme de Philippe VI. C'est une fondation avec un libage vertical. Elle descend à 5 mètres. Là, c'est un puits blindé qui nous a permis de l'explorer. On a arrêté la fondation à ce stade. Et ensuite, ils ont construit le donjon. Ça veut dire que le plan actuel du donjon, vous voyez ce carré avec ces tourelles d'angle, ne correspond pas au plan de 1336. Nous avons retrouvé la fondation, le puits blindé que je viens de vous montrer est ici. Nous avons retrouvé la fondation d'origine là et là, mais le plan de la fondation est complètement différent de 1336, n'est pas le plan du donjon actuel. Par contre, toute cette partie du donjon est fondée sur un deuxième type de fondation que vous avez ici, vous voyez, avec une partie en saillie sous le nu du mur. Donc ça, c'est la deuxième fondation, celle qui est faite en 1361 quand le chantier reprend. Et quand, vers 1364-65, ils construisent la tour de latrine que vous avez là, ils font une troisième fondation d'un type différent, dont vous voyez très bien ici qu'elle n'est pas liée à la fondation de la tourelle. Elle est plaquée contre. Donc on a, premier repentir, cette fondation, deuxième fondation avec un plan nouveau, 20 ans après, et troisième fondation qui correspond à un deuxième repentir. On a changé le plan, premier repentir, en 1361. Deuxième repentir, on ajoute la tour des latrines. Donc on se trouve devant un problème qui est quand même assez intéressant, qui en plus est très important parce que ça me permet de dater le plan. On ne pouvait pas savoir s'il était de 1336 ou de 1361, et c'est très important par rapport à la tour du Temple. La tour du Temple qui a été détruite sous le Premier Empire en 1808 a le même plan que Vincennes, un carré avec 4 tours d'angle. Et donc, on a manifestement une inspiration de la tour du Temple. Donc, il était important. Elle date de Philippe le Bel, la tour du Temple, début du XIVe siècle. Alors, autre point très important dans l'étude, et quelque chose qui n'était possible que grâce à la restauration, c'est l'apparition de l'usage du fer dans le monument. Jusqu'à une date récente, c'est-à-dire jusqu'aux travaux de Jean-Pierre Taupin à la cathédrale de Beauvais ou d'autres, on minimisait le rôle du fer dans l'architecture médiévale. À Vincennes, par les sondages divers et variés, nous savons qu'il y a d'origine dans la structure du donjon au moins 2,5 km de barres de fer, à peu près 15 tonnes de fer et autant de plomb qui a servi à enrober le fer pour éviter qu'il ne s'oxyde et qu'il ne se dilate. Alors voici par exemple une forme d'utilisation du fer dans le démontage de la colonne centrale. Dominique Moufle a démonté la colonne centrale du donjon au premier, deuxième, troisième étage, c'est-à-dire qu'il a repris en sous-œuvre le donjon avec des étais sur des vérins. Il a monté le donjon et il a démonté la colonne pour la renforcer parce qu'elle était fissurée. Donc quand cette opération a commencé ici au premier étage, il y a eu un problème de flambement. J'étais en train de travailler sur la terrasse, vous verrez tout à l'heure à quoi, et le chapiteau s'est très soigneusement fendu dans l'axe, dans le diamètre. Le contremaître du chantier m'a appelé et j'ai fait cette photographie qui ne pouvait être faite que dans l'espace de quelques heures parce qu'immédiatement l'entreprise est intervenue. Vous voyez le chapiteau du premier étage fendu et les 2 goujons métalliques qui goujonnaient la colonne. Alors on le savait parce qu'on avait fait des détections auparavant. Et voici la même colonne en cours de démontage avec les étais, les 8 étais, qui étaient posés sur une structure octogonale indéformable, extrêmement puissante, elle-même posée sur des vérins, qui ont permis de soulever la masse du donjon. À ce niveau, au premier étage, il y a 400 tonnes de retombées de charge sur la colonne centrale. Ce n'est pas tous les jours qu'on reprend sous œuvre de cette manière un édifice médiéval. Alors, autre exemple d'utilisation du fer, qui apparaît cette fois par la fouille. Avant le chantier, j'avais loué une nacelle auto-élévatrice de 60 mètres de hauteur et fait une couverture photographique complète du donjon de tous les côtés, en déplaçant la nacelle. Et nous avions observé sur cette assise, qui est la 104e assise en partant du sol d'origine, enfin le sol à l'époque, nous avions observé ici une sortie métallique, une autre sortie ici, en plein au milieu du carré, et ici, vous voyez une rupture de l'assise, et en s'approchant avec la nacelle, en mettant le bras à 30 mètres à la verticale et à 30 mètres à l'horizontale, on était pratiquement contre, on s'est aperçu qu'il y avait des barres de fer. Donc en fait, on a vidé le sol au 4e étage, c'est-à-dire au niveau de cette sortie, et on s'est aperçu que sur les arcs médians qui contrebutent la base de la colonne avec les arcs diagonaux que j'évoquais tout à l'heure, sur l'extrado des arcs médians, il y a en fait des barres de fer normalisées d'une toise, 2 mètres, une première qui apparaît à l'extérieur ici, vous la verrez tout à l'heure,
elle se termine à l'intérieur du mur, qui fait 10 pieds, 3,20 m. Deuxième barre de 2 mètres, une toise. Troisième barre, quatrième barre. Ici, 4 barres. Ici, 4 barres. Et sous la colonne centrale, on a coupé à la dimension nécessaire des barres de fer pour mettre en tension les 4 barres de fer des deux côtés, de telle manière qu'on ait des tirants médians qui tiennent le monument. Alors voici ces tirants médians. Vous avez ici la vue de détail de ce que vous avez vu précédemment. Vous avez là la sortie du tirant tel qu'il était visible sur cette photographie. Ici, les coups de scie qui vont permettre un refouillement que l'architecte voulait mettre en place parce qu'il a renforcé ces tirants médiévaux par 2 tirants en acier inoxydable parallèles. Il a repris le système médiéval, mais il l'a renforcé. Donc vous avez ici le refouillement, vous avez le même tirant qui apparaît ici et là, mais à la face suivante, et vous avez là le cerclage. C'est ça qu'on voyait dans l'éclatement ici. C'est-à-dire que sur la 104e assise, il faut imaginer naturellement toute la partie qui n'était pas construite à cette époque, ils ont engravé à 20 cm du parement extérieur, mis en place des éléments qui font à peu près 80 cm comme ceci, c'est-à-dire un côté en patte de canard avec un trou, l'autre côté avec un crochet. Ils s'emboîtent les uns dans les autres et ils forment sur les 100 mètres de périphérie du donjon un système de cerclage. Et plus on monte, plus il y a d'éléments métalliques, parce qu'il y a de moins en moins, si vous voulez, il y a de plus en plus de poussées à l'oblique liées aux voûtes qui poussent au tiers à l'extérieur, et donc il faut tenir l'édifice. Alors vous avez ici, par exemple, sur la terrasse de la tour des latrines, qu'on a complètement dégagée. Le donjon est resté pendant 2 ans, à 50 mètres de hauteur, non seulement échafaudé, mais couvert d'un bardage qui nous permettait de travailler à l'abri des intempéries. Il fallait, puisque de toute façon on enlevait toute la couverture du donjon, donc il fallait le faire. Et vous avez ici sur ces tours, sur ces arcs diaphragmes qui portaient les dalles de couverture de la tour des latrines, vous avez les barres de fer. Donc sur ce relevé au distance mètre, vous avez en rouge toutes les barres de fer qu'on a relevées à cet étage, donc des agrafes, des tirants médians dans le sol des tourelles d'angle. Ici, ils ont été détruits au XVIIIe siècle. Vous les avez ici. Et ici, ce que vous avez sur ces 2 photographies, sur les 2 tourelles de la tour des latrines. Alors sur la terrasse, nous avons un déploiement, il y a pratiquement 1 kilomètre de barres de fer, 3 cerclages de périphérie et toute une série de tirants médians et secondaires. Donc vous avez là le système de la terrasse, avec toute une série d'arcs qui viennent vers le centre de la terrasse que vous avez là. Toutes les barres de fer ont été enlevées dans l'Ancien Régime, mais on les voit encore en trace ici. Là, elle est encore en place. Ici, on voyait très bien l'anneau central. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ici, sous le bardage, la tourelle d'angle. On a enlevé toutes les dalles et les remblais qui avaient été mis au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle et qui pesaient des dizaines de tonnes et qui surchargeaient l'édifice. On l'a remis dans son état médiéval, c'est-à-dire des arcs sans voûtin que l'architecte en chef a recouvert de plomb. Et vous avez là le détail de ces éléments métalliques tels qu'on les a dans la tourelle d'angle, comme dans toutes les autres, c'est-à-dire 8 arcs de diaphragme. Ici, il manque une des barres de fer, un anneau qui permet de les mettre en tension. Vous les avez ici qui partent, il en manque un ici. Ils sont en 2 parties avec leur accord, dont la tête est engagée dans les pierres. Ils entrent en périphérie de la tour et ils ressortent ici. Vous voyez, en périphérie de la tour, vous avez là le centre de la tourelle. Ils ressortent ici en périphérie, en dessous d'un cerclage. Donc, vous voyez, nous avons ici 2 barres obliques, 1 et 2, vous les avez là. Ensuite, une barre horizontale, une deuxième barre horizontale qui est ici et qui est surmontée d'un cerclage extérieur. Et on a comme ça 3 cerclages de périphérie dans la terrasse du monument. Un système absolument extraordinaire, et qu'on ne pouvait mettre en évidence que par une restauration de cette ampleur. Alors voici maintenant quelques éléments qu'il faut évoquer dans une résidence comme Vincennes. Vincennes est avant tout un hôtel, un lieu qu'occupe le souverain. Donc voici l'état actuel du monument, avec en particulier la couverture du chemin de ronde refaite par Marie Médicis en 1610. Au Moyen-Âge, le chemin de ronde n'était pas couvert. Et il y avait dans l'angle qui est ici un logis que vous avez sur cette miniature de 1450 de Jean Fouquet, le livre d'heures d'Étienne Chevalier au musée Condé à Chantilly. Vous avez ces appartements. En fait, ces appartements sont les appartements du roi. Charles V avait 2 appartements. Il avait son cabinet de travail ici, une chambre, un logis
enfin une salle de réception et une salle à manger, le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure au Louvre. Il recevait là les hommes qui travaillaient avec lui. Les notaires secrétaires qui écrivaient pour lui étaient dans les 2 tourelles d'angle et le roi travaillait au centre. Par la passerelle, il entrait dans son donjon, il prenait cet escalier que je vais vous montrer et il avait ici une 2e chambre. Ici, au niveau du chemin de ronde, une chapelle dédiée à Saint-Louis pour ses offices. 2 oratoires dans le mur pour lui permettre de suivre tous les matins son office. Et contre les murs du chemin de ronde, tous les bâtiments nécessaires à sa vie quotidienne pour loger ses gardes du corps, sa boulangerie, etc., etc. En fait, ce dessin est reconstitué d'après des sources écrites et c'est pratiquement le seul exemple que nous ayons en France où nous puissions étudier ce qu'était une résidence royale et la disposition de l'espace. Charles V a installé, vous le voyez sur ce document, il a installé au-dessus de son cabinet de travail qui était ici, il a installé une horloge en 1369, dont la cloche est conservée. C'est une des plus anciennes cloches de France qui subsiste. La plupart des cloches du Moyen-Âge ont été fondues pendant les guerres de religion, ou à la Révolution, ou pendant l'Empire pour faire des canons, ou après. Celle-ci a été conservée, c'est une cloche d'horloge, il n'y a pas de battant. Il y a une inscription qui la date. Et en fait, les textes de 1374 indiquent bien que le roi l'a fait mettre là, au-dessus de son cabinet de travail, de manière à ce que 8 fois par jour, les heures canoniales que respectent les prêtres de son entourage soient connues, même quand les nuages cachent le soleil. La cloche sonnait les heures canoniales au-dessus de son cabinet de travail et à la hauteur de sa chambre. Donc c'est un des éléments parmi d'autres de la piété du roi. Et il faut savoir que c'est la première horloge publique française. La deuxième, celle du palais, dans la tour de l'horloge, au palais de la Cité, a été construite l'année suivante, en 1370, par le même horloger que Charles V avait fait venir d'Allemagne. Donc nous avons un souverain qui a construit cela pour faire respecter des heures canoniales qu'il n'était pas tenu de respecter. Et c'est une installation qui a coûté des milliers de livres. Je ne le sais pas dans le cas de Vincennes, mais par d'autres horloges des années 1380-90, construites dans des villes dont on a les comptabilités. 3-4 000 livres, le prix de cette horloge, c'est le prix d'un petit château, d'un petit seigneur de l'époque. Donc c'est un élément important. Alors il y a d'autres éléments qui sont importants à Vincennes, c'est le décor sculpté. Charles V est un roi pieux, mais c'est aussi un roi qui est soucieux de l'image qu'il donne de la monarchie et qui a voulu en imposer par ce donjon énorme de 50 mètres de hauteur, le plus grand donjon qui existe en plaine après celui de Coucy, qui a été détruit en 1914, avec une qualité architecturale, en particulier à joints fins, une qualité de sculpture qui est sans précédent dans l'architecture laïque. Alors voici ce que l'on a au-dessus de la porte d'entrée, c'est-à-dire le châtelet d'entrée qui donnait vers l'intérieur du château, qui était donc le chemin qu'empruntaient ceux qui venaient voir le roi après être entrés dans le château. Nous avons ici 3 niches. Dans la niche centrale, je le sais par les sources médiévales contemporaines, il y avait un Saint Christophe qui protégeait d'une mort violente ceux qui entraient dans la résidence royale. C'est un saint qu'on trouve souvent au-dessus des portes des villes au Moyen-Âge. Ici le roi, ici la reine, là les armes royales et un dauphin. Les armes et le dauphin ont été bûchés en 1793. Nous savons qu'ils étaient présents et on voit très bien le motif. Le dauphin évoque le fait que Charles V, né à Vincennes le 21 janvier 1338, a été le premier dauphin de France en 1349. Mais ce qui est très intéressant, c'est la représentation d'un roi et d'une reine à l'entrée d'un château. Charles V est le premier Français portraituré d'une manière réaliste. Il avait un nez et un menton très particuliers, et nous avons 50 représentations sculptées, dessinées à la plume ou peintes, enluminées et autres, qui le représentent. C'est le premier Français, pratiquement caricaturé, portraituré. Mais mettre à l'entrée d'un édifice laïque, de part et d'autre d'un saint, un laïc, même roi de France, et une femme, ce qui est encore plus étonnant, c'est sans précédent. Je vous rappelle que le portrait apparaît à cette époque. Les rois de France, avant cette date, sont représentés sous une forme idéalisée. Nous n'avons pas de portrait de Saint-Louis, de Philippe le Bel ou autre. Nous n'avons que des portraits idéalisés. Charles V est le premier souverain portraituré. Représenter un roi et une reine à côté d'un saint à l'entrée d'un édifice laïque est un acte, c'est pratiquement une transgression. C'est quelque chose d'extrêmement novateur. Autre élément intéressant, ici, la fenêtre qui éclaire le cabinet de travail du roi au premier étage. De part et d'autre des tours où se tenaient ses collaborateurs. Au-dessus, une console. En 1377, le curé de Montreuil décrit
le décor dans un long rouleau en parchemin qui fait 20 mètres, qui est conservé aux Archives nationales, qui est le texte de déposition lié à un procès en latin. Et le curé de Montreuil indique que là, il y a une représentation de la Trinité. Symboliquement, le roi travaille sous son horloge qui est là, qui sonne les heures, et là, sous la Trinité. Et dans son étude du donjon, qui est son deuxième cabinet de travail, sur la clé de voûte, vous avez une autre représentation de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À l'extérieur du donjon, que voici, nous avons aussi quelque chose qu'on a pu étudier grâce à l'échafaudage. À partir du deuxième étage, qui est donc ici, les fenêtres sont encadrées par des culots sculptés comme celui-ci. Donc nous avons des culots sculptés au deuxième étage, la chambre du roi, au troisième étage, et au quatrième étage uniquement sur ces fenêtres sud que vous avez là. Il n'y a pas de culots sculptés au premier ni au rez-de-chaussée. Ces culots sculptés que vous avez là représentent les armes royales, des prophètes, donc des motifs religieux, mais surtout des anges musiciens. Alors vous avez ici l'échafaudage qui m'a permis de les étudier. Vous avez ici des anges musiciens qui jouent, puis quelques représentations fantastiques des sirènes. Mais ces anges musiciens jouent de tous les instruments du Moyen-Âge. C'est une représentation iconographique très sophistiquée, avec des instruments de musique très peu courants, notamment des instruments, des orgues portatifs, des instruments à clavier, des clavicordes et autres. Classiquement, les anges musiciens dans l'iconographie médiévale évoquent une prière, les litanies de la Vierge, que l'officiant, c'est une prière très courte, enfin avec des vers très courts, les officiants répondent par des onomatopées. Donc symboliquement, ce que Charles V a voulu dire, c'est que les anges chantent les litanies de la Vierge au-dessus de sa chambre et qu'il y répond. Ce décor est à 20 mètres de hauteur ici, à 30 mètres là. On savait qu'il existait, on le voyait depuis longtemps avec des jumelles ou des téléobjectifs. Mais en fait, il n'était pas fait pour être vu. Il avait une fonction symbolique. Et un tel décor religieux dans un édifice laïque est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quelque chose qui est sans précédent. C'est quelque chose que Charles V a dû mettre au point avec les prêtres de son entourage, qu'il a conçu avec ses prêtres. Alors, autre élément intéressant dans le donjon et qui en dit long sur les problèmes que l'on a dans l'étude de certains édifices, ce sont ces lambris. Donc vous les voyez, ils sont ici sur la voûte du premier étage, ici dans une tourelle du deuxième étage, là et là. Ces lambris étaient visibles de toute éternité, ils sont d'origine. J'ai fait le calpinage des murs, et ce calpinage a permis de retrouver les traces des tamponnements des crochets qui tenaient les tasseaux, et donc les murs étaient intégralement lambrissés. Ces lambris n'ont jamais été cités dans la littérature scientifique consacrée à Vincennes, jamais. Même pas une ligne. Et quand j'ai demandé qu'on les démonte pour les dater, l'opinion moyenne de l'administration des monuments historiques était que c'était quelque chose de récent. Bon, ce qui est absurde, puisque de toute façon, ils sont à 8 mètres de hauteur sur la voûte, et pour les mettre en place, il fallait échafauder. En fait, on les a datés par dendrochronologie. Ce sont des lambris de chêne de la Baltique, abattus entre 1367 et 1371. C'est-à-dire qu'ils sont exactement contemporains de l'achèvement du donjon. Donc on a fini le gros œuvre. Charles V est dans sa chambre en juillet 1367, il l'habite. Les chênes ont été abattus entre 67 et 71, c'est-à-dire que le maître des œuvres de charpenterie du roi a attendu que le gros œuvre soit fini, il a maîtré, et on a commandé aux marchands Séat les 500 mètres de fûts de chêne de 2 siècles, parce que ce sont des chênes de 2 siècles, qui sont venus de Riga en Lettonie ou de Gdansk en Pologne, et qui ont été coupés dans les forêts de l'arrière-pays. Donc voici le mode d'assemblage de ces lambris. En fait, je sais par les sources écrites que ce lambrissage en chêne était classique dans les résidences de la haute aristocratie anglaise et française, mais à ce jour, c'est le seul exemple d'un décor de ce genre qui subsiste en Europe occidentale. Et il n'avait jamais été cité dans la littérature scientifique. Donc on se retrouve avec le décor d'origine en chêne d'une résidence royale. Autre exemple, la chambre du roi au deuxième étage, avec le renfort qui avait été mis en place en 1930 par André Vente, l'architecte en chef, parce qu'il savait que le chapiteau ici était en mauvais état, il était fendu. Donc vous voyez sur les nervures un décor peint que vous avez là photographié. J'ai demandé qu'on l'analyse et qu'on l'étudie. L'opinion commune était qu'il s'agissait d'un décor peint par les prisonniers de l'Ancien Régime qui avaient peint aussi la haute de la cheminée. Et par exemple, vous voyez ces marques marron et rouge ici. On sait très bien que c'est du 18e. Bon, je voyais mal un échafaudage permettant de peindre. En fait, on s'est aperçu que c'est une peinture à l'huile et que
Le bleu était en lapis lazuli, ce qui n'est pas un colorant, c'est un colorant coûteux et pas très facile à obtenir, et que surtout, vous avez ici des fleurs de lys en relief, dorées à feuilles d'or, les armoriales, c'est-à-dire les fleurs de lys dorées sur champ d'azur. En fait, c'est le décor peint à l'huile d'origine de la chambre du roi. Or, en fait, ici, le calpinage que j'ai fait montre que tout était lambrissé. On a encore sur les voûtes les traces des crochets de lambris. Avoir peint à l'huile vers 1370, c'est déjà extrêmement novateur pour l'époque, mais il n'y a aucune raison de peindre à l'huile sur les nervures si l'on n'a pas peint les lambris. Il n'y avait aucune raison de peindre. Cela veut dire qu'on avait, sur ces lambris de la chambre du roi, un décor peint à l'huile. Je sais par les sources écrites que ces lambris pouvaient être soit blanchis à la chaux, soit laissés bruts, soit peints. Et il y avait certainement là un décor probablement religieux dont nous n'avons aucune trace. Alors une résidence comme Vincennes est aussi une résidence qui abrite un grand nombre d'objets d'art. La dynastie des Valois, c'est-à-dire Philippe VI, qui devient roi en 1328, son fils Jean le Bon, qui devient roi en 1350, et Charles V sont de grands collectionneurs de manuscrits et d'objets d'art, d'orfèvrerie. Et Vincennes, dès 1367, sert de coffre-fort à Charles V, qui met là ses plus beaux manuscrits et ses plus belles pièces d'orfèvrerie. On avait notamment à Vincennes ce manuscrit, qui est un des manuscrits les plus célèbres de toute l'Europe occidentale médiévale, le Psautier de Saint-Louis, enluminé par les enlumineurs parisiens vers 1250, qui est un manuscrit somptueux, qui est un des trésors de l'LBN, que j'ai eu le privilège de manipuler il y a 2 ans, parce que c'est un manuscrit qui n'est plus communiqué depuis très très longtemps, et c'était un moment extrêmement émouvant d'avoir ce manuscrit extraordinaire, qui était dans la fenêtre de la chambre du roi, avec 30 autres manuscrits, dont le Psautier d'Inchburge, la deuxième femme danoise, d'origine danoise de Philippe Auguste, qui était un manuscrit conservé au musée Condé à Chantilly, le Psautier de Philippe le Bel, toute une série de manuscrits religieux de famille, somptueux, qui étaient dans la chambre du roi. Donc nous avons à Vincennes non seulement un château royal, une résidence royale conservée, nous avons des documents qui nous permettent de connaître la fonction des pièces, parce qu'il y a des inventaires de ces pièces d'orfèvrerie qui ont été réalisés à l'époque de Charles V, qui nous donnent le nom des pièces et ce qui était dans ces pièces, et nous avons les objets conservés. Même dans une monarchie dont les archives sont mieux conservées, en Angleterre par exemple, la conjonction des trois, le monument, les objets, la disposition des lieux et le nom des pièces, c'est pratiquement sans précédent. Alors nous avons aussi à Vincennes, il faut y penser, une grande résidence de ce genre. C'est un lieu de création artistique et aussi un lieu religieux. En particulier l'entourage royal, au XIIIe et surtout au XIVe et jusqu'au XVIe siècle, est un entourage de création musicale. Notamment le chantre de la Sainte-Chapelle de Paris est un des principaux créateurs musicaux. Au XIIe, XIIIe siècle, ce sont les chantres de Saint-Victor, d'Abbaye de Saint-Victor, à l'emplacement des Jardins des Plantes actuels, et de Notre-Dame, qui sont les créateurs de l'ars antiqua, c'est-à-dire de la musique polyphonique. Mais après, c'est le chantre de la Sainte-Chapelle du Palais. Et je le dis parce que c'est quelque chose qui peut vous paraître anecdotique, mais je savais que quand Saint-Louis a acheté les reliques de la Passion à l'empereur de Constantinople en 1237, il les avait reçues à Vincennes, notamment la couronne d'épines, qui est toujours conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je savais qu'il avait fait faire un office spécial pour accueillir la couronne, qu'il avait accueillie dans la cathédrale de Sens le 11 août 1239, et que cette fête était restée à son calendrier. Et j'ai vérifié dans le Psautier de Saint-Louis, dans l'original. Alors bon, ça ne servait à rien, j'avais le facsimilé, mais j'ai vérifié dans l'original. Et au 11 août 1239, dans le Psautier de Saint-Louis, en rouge, fête de première catégorie, susception de la couronne d'épines. Et j'ai retrouvé un bréviaire de la province ecclésiastique de Sens, à la Bibliothèque nationale de France, noté, c'est-à-dire avec la musique, et j'ai reconstitué dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 19 février de cette année, l'office de la suspension de la couronne d'épines, écrit par un conseiller de Saint-Louis, Gauthier-Cornu, archevêque de Sens, et mis en musique probablement par Perrotin, c'est-à-dire le chantre, créateur de l'ars antiqua de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une musique polyphonique d'une très très grande qualité qu'on a présentée à Notre-Dame le 19 février, qui n'avait jamais été présentée depuis très longtemps parce que cette musique avait été modernisée au XVe siècle. Elle a été restée dans
dans le calendrier de la cathédrale, mais c'était une musique d'une extraordinaire qualité, faite pour des gens qui étaient des virtuoses à cette époque. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait être chantée que par un tout petit nombre de spécialistes. Et on sentait très bien à l'office que c'était une musique faite pour être chantée. On l'avait reconstituée avec 8 chanteurs non professionnels, mais qu'elle ne pouvait être faite que par des chanteurs extrêmement peu nombreux. Voilà, je terminerai sur ça en disant en conclusion qu'un grand chantier comme Vincennes, entre 1361 et 1380, qui est l'achèvement de l'enceinte, est un chantier qui a marqué les esprits. D'abord, il a permis à un grand maître d'œuvre, Raymond du Temple, d'expérimenter des techniques de construction avec le métal, par exemple, qui étaient sans précédent. Il a construit une tour de latrine qui a été copiée par l'aristocratie. Allez à Blandy-les-Tours, en Seine-et-Marne, ou dans d'autres châteaux de ce genre, vous avez les mêmes tours de latrine plaquées contre des châteaux ou des donjons antérieurs. Toute l'aristocratie visitait Vincennes. Et ce château a été un lieu d'expérimentation. Très peu d'architectes, enfin de maîtres d'œuvre de cette époque, ont eu à leur disposition les moyens financiers qu'a eu Raymond du Temple, les meilleurs sculpteurs. Vincennes est un creuset, jusqu'à une date récente, dont on ne se rendait pas compte, mais Vincennes est le seul témoin de la sculpture des sculpteurs parisiens entre 1361 et 1405. Or, comme l'a montré l'exposition récente sur l'art en 1400, cette période est une période d'intense création artistique à Paris. C'est la jeunesse du gothique international qui va essainer à Cologne ou à Prague avec des artistes français ou des artistes formés à Paris dans cette fin du XIVe siècle. Le seul monument qui témoigne de la sculpture et de l'art de la sculpture des sculpteurs parisiens et des architectes parisiens, c'est Vincennes. La Bastille est détruite, l'église des Célestins est détruite, le Louvre est détruit, pratiquement tous les monuments royaux de cette époque sont détruits. Nous n'avons plus que Vincennes. Et chose paradoxale, quand vous lisez les grandes synthèses sur la sculpture médiévale française, celle de Marcel Aubert en 1954, Marcel Aubert dit « Cette période de la fin du XIVe siècle est importante pour la sculpture et l'art à Paris, il ne reste aucun monument. » Pour lui, Vincennes était un château occupé par les militaires en plus à son époque. Bon. Donc il a zappé. Il n'a pas vu Vincennes. Et pourtant, Vincennes est non seulement la seule résidence d'un souverain, mais c'est le seul témoin de la création artistique. Je ne vous ai pas présenté la Sainte-Chapelle parce que je n'aurais pas eu le temps. J'ai déjà dépassé mon temps. Mais c'est le seul témoin. Donc on a expérimenté là beaucoup de choses. Et il est probable, comme l'a avancé l'une de mes étudiantes allemandes qui a fait une thèse sur la sculpture de Vincennes, qui enseigne actuellement à l'Université de Berlin, il est probable que c'est là que Klaus Schlüter, le grand sculpteur de Philippe le Hardy, s'est formé. Chronologiquement, ça colle. Klaus Schlüter arrive à Dijon, où il fait le puits de la Chartreuse de Champmeul, le puits de Moïse, et d'autres, et la Chartreuse elle-même. Il arrive en 1390. Où a-t-il pu être formé? On sait qu'il était à Paris, il a dû être formé à Vincennes, comme beaucoup d'autres, comme énormément d'autres. Donc c'est un monument qui est fondamental, mais qui est sans équivalent. Je vous remercie de votre attention.